As-tu déjà dit oui alors que réellement, tu aurais voulu dire non? Est-ce que c'est difficile pour toi de suivre ton intuition? Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être avec Clémence Martin. Alors l'entrevue d'aujourd'hui va vraiment t'aider à trouver ton happy place. Parce que toi aussi, tu peux te permettre de briller. Si tu es une femme occupée qui cherche à te remettre en forme, à retrouver la motivation ou si tu souhaites garder tes bonnes habitudes longtemps et vivre pleinement, Shine avec ME sera le podcast pour répondre à tes besoins. Avec mon podcast, je souhaite te transmettre ma passion pour l'entraînement avec mon style de vie et j'ai envie de t'inspirer à prendre soin de ton mind, body and soul chaque jour pour shiner comme jamais. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, je suis ta coach fitness. Merci d'être là et bonne écoute. Alors, salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là sur le podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'heureux bonheur d'être accompagnée. On se téléporte aujourd'hui en France avec Clémence Martin. Salut Clémence. Salut Marie-Ève, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, merci d'avoir accepté de faire cette entrevue-là. Très, très heureuse que tu sois là avec nous. Donc, Clémence, tu as vraiment un parcours très intéressant parce que tu as commencé ta carrière comme chanteuse comédienne et tu as travaillé pendant plus de 12 ans au sein des grands médias français. Et en 2019, tu as eu un déclic et tu as lancé ta propre entreprise, The Positive Place, que j'adore le nom, ça te dit tout, j'aime beaucoup. Alors, c'est vraiment ton nouveau projet chouchou pour vraiment aider les gens à créer ce lieu positif qu'on a tous à l'intérieur de nous. Alors, tu accompagnes les femmes empathiques à mieux se connaître pour connecter dans cet espace justement de sérénité et de puissance intérieure pour vraiment créer leur paradis sur Terre. J'adore, j'adore. Merci Marie-Ève. Super. Pour les Oui. gens qui te connaissent un peu moins, est-ce que tu veux nous partager justement un peu ton parcours, ton histoire? Ben, avec grand plaisir, merci pour cette introduction. Oui, écoute, en effet, cette histoire de The Positive Place, ce nom qui m'est venu en 2017, vraiment, je ressentais cette impulsion à créer un lieu parce que justement, il y a plusieurs dimensions au lieu. Le lieu aujourd'hui n'existe pas, il existe de manière virtuelle sur les réseaux et en fait, pour moi, il existe en chacun de nous. Et je vais te raconter comment j'en ai pris conscience. Dans mon parcours, moi, j'ai été en couple et j'ai eu mon petit garçon, j'en ai qu'un qui a 11 ans aujourd'hui. Il est né en 2011 et en fait, 1 an après sa naissance, on a diagnostiqué au père de mon fils une leucémie. Donc moi, je me suis retrouvée un peu du jour au lendemain avec un bébé qui avait 1 an et le père de mon enfant était hospitalisé et ça a duré 1 an et demi. Donc ça a été assez long avec un enjeu vital puisque c'est une maladie qui est très grave. Alors, il y a plusieurs échelons, mais lui, c'était la version plutôt carabinée. Et avec cette angoisse, je me disais, ce matin, peut-être qu'ils vont m'appeler et que ça sera fini, quoi. Et donc, dans ce contexte-là, ce qui m'a interpellée, c'est voilà le contexte de ma vie à ce moment-là. Et puis, je continuais à aller travailler. Et il y avait des journées de travail où j'étais dans ma voiture le soir et je me sentais bien. Je me sentais bien à l'intérieur de moi et je me disais, mais comment c'est possible que je me dise, ah, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui, je ressentais un vrai bien-être alors que ma situation personnelle était toujours la même. C'est-à-dire que le père de mon fils n'était pas guéri à ce moment-là. Donc, je vous spoil, il a guéri, voilà, donc ça s'est bien terminé, mais à ce moment-là, je ne savais pas. Et là, j'ai compris que finalement, quel que soit ce qui nous arrive dans notre vie, quelle que soit notre histoire, nos événements de vie, on a un pouvoir d'auto-guérison à l'intérieur de nous. On a un espace à l'intérieur de nous qui peut quand même se sentir bien. Et là, ça a été le début pour moi vraiment d'une observation, de me dire, OK, qu'est-ce qui fait que je me sens bien? Donc, c'était des choses toutes simples. Par exemple, j'avais passé une bonne journée parce que j'avais été en contact avec des clients que j'aimais bien. Donc, moi, je travaillais dans les médias et j'étais en relation client. Je commercialisais l'espace publicitaire. Donc, j'étais tout le temps en relation avec des clients. Il y avait des clients forcément plus ou moins sympas. Et il y en avait qui vraiment avaient cet effet sur moi parce qu'on était dans un échange mutuel, dans un respect mutuel. Et donc là, j'ai commencé à observer tous ces micro-moments où finalement, ça générait du bonheur à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça que je me suis passionnée pour la psychologie positive, pour justement me dire, mais en fait,
quoi qu'il nous arrive, on a toujours en nous ce pouvoir vraiment de créer cet espace positif qui va nous régénérer. Parce que moi, je voyais bien que ça me donnait de l'énergie. La vie ne s'arrête pas quand il nous arrive comme ça des choses. Moi, il fallait bien que je continue à travailler, que je continue à m'occuper de mon fils. J'essayais aussi d'avoir l'énergie, la pêche pour mon fils. Donc, en fait, j'ai commencé à me dire, mais c'est génial, je peux puiser de l'énergie dans des moments de vie, dans ce qui me ressource. Et ça a été vraiment le début pour moi d'une exploration. Et en effet, en 2019, j'ai décidé d'en faire mon métier, que ce soit en entreprise ou auprès des femmes et des particuliers. Voilà pour Mais la... bravo, bravo pour cet accomplissement-là parce que c'est tellement, tu as vécu vraiment quelque chose de très difficile, puis tu as réussi à sortir quelque chose de positif de ça. Donc, vraiment, je te lève mon chapeau, que je n'ai pas, mais oui, vraiment, c'est une situation où tu aurais pu décider, au contraire, hein, de te remettre en boule, puis de t'apitoyer un peu sur ton sort, de vivre, la vie, c'est difficile, mais toi, tu as décidé d'être plus forte que le défi que la vie t'envoyait. Tu as décidé d'être plus forte pour ton fils. Et vraiment, c'est tout à ton honneur, hein. Merci Marie-Ève. Et puis en même temps, je voyais bien que les pensées négatives, elles me tiraient encore plus vers le bas et que j'avais encore moins d'énergie. Et il y a vraiment cette dimension en effet d'énergie, d'autant plus quand on vit des épreuves, ça nous atteint dans notre énergie. Comme tu le dis, on se recreville, hein, c'est vraiment ça. Et finalement, ça ne veut pas dire nier la gravité de ce qu'on vit, hein. Évidemment qu'on a besoin d'en parler, évidemment qu'on a besoin de tout simplement d'extérioriser quand on va mal. Mais une fois que c'est fait, l'idée, c'est justement, voilà, comme tu le décris très bien, de ne pas s'enfermer dans cette coquille et de dire, OK, maintenant que j'ai vidé mon sac, comment je fais pour me re-remplir d'énergie? Et voilà, c'est exactement ça. Oui, puis ça aussi, moi, j'en parle souvent. Moi, je l'appelle un peu mon shine intérieur, hein, parce que tu l'as dit, ça donne de l'énergie. Puis quand on reste dans notre boule noire, quand on reste dans notre chaos, ben il y a absolument rien de positif qui peut en sortir de là. Alors oui, on a le droit de vivre notre émotion. Oui, on a le droit d'être fâché. On a le droit de vivre de la colère, de la rage, de la tristesse. Puis c'est OK de la vivre, son émotion. Mais une fois que l'émotion est vécue, c'est important d'être capable de sortir de cette émotion-là, puis de trouver justement quelles sont les choses que je peux faire pour apporter du positif, quelles sont les solutions que je peux apporter qui vont nous aider à nous sortir de ça. Donc, Ouais. vraiment, oui. J'adore en effet ton expression de child parce que c'est Oui, vraiment ça. Moi, j'aime bien parler aussi de petites flammes intérieures, voilà, que ce soit au niveau du ventre, des tripes ou au niveau du cœur, hein, il y a vraiment cette histoire de OK, comment je fais pour me nourrir de choses qui me font du bien? Et on s'en parlait un petit peu en off juste avant le début de l'interview. Et c'est vrai que moi, j'ai déménagé à la campagne pour pouvoir avoir accès à la nature facilement. Et par exemple, dans ma vie d'avant, moi, j'étais une work alcoolique, c'est-à-dire que je surinvestissais mon travail et l'entreprise, je travaillais énormément, je prenais peu de vacances, je prenais pas soin de moi. Et en fait, l'alerte, c'est que quand j'étais fatiguée, mon médecin m'avait fait faire une prise de sang. Et en regardant mes résultats de vitamine D, qui est donc la vitamine qui est liée au soleil, il m'avait dit, mais vous vivez dans une cave parce que mon taux de vitamine D était tellement bas que en fait, je ne me rendais pas compte que je me maltraitais. Et donc, comment on fait pour, comme tu dis, juste déjà redonner cette impulsion de shiner, d'énergie? En tout cas, moi, une de mes réponses, ça a été de vivre en pleine nature, de pouvoir aller me ressourcer. Dès qu'il y a un rayon de soleil maintenant, je me mets au soleil. Donc non, c'est fini l'histoire de la cave. Et en fait, c'est des petites choses comme ça qui, mis bout à bout, font que finalement, on s'épanouit. Et c'est toute une vie qui est changée. Ça a l'air de rien, mais c'est des micro-détails qui vont complètement changer notre perception de la vie. oui, puis c'est ces micro-détails-là qui font toute la différence dans un effet cumulé. Souvent, on pense qu'on doit tout le temps poser des grands gestes, des grandes actions, mais c'est non. C'est les petits gestes au quotidien. Justement, tu te dis, il y a un rayon de soleil, je m'en vais devant mon rayon, et j'inspire, j'absorbe cette belle lumière-là à l'intérieur de moi. C'est un geste qui est gratuit, c'est un geste qui est anodin, mais qui, au final, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien dans notre corps et dans notre esprit, hein. Et oui, et rappelons que c'est gratuit, en effet. Oui,
Oui. Ce n'est pas anecdotique de nos jours. Mais oui, oui, c'est vraiment ça. Et en fait, tout ce qui nous manque, en tout cas, si je parle pour moi, c'est de l'autodiscipline parce que ça demande d'être organisé pour pouvoir profiter d'un rayon de soleil. C'est-à-dire qu'on aura toujours des raisons de se dire: ah, j'ai pas le temps d'aller me promener, j'ai pas le temps de faire ci. Enfin, je sais, j'étais comme ça, hein, j'avais jamais le temps de rien finalement. Et jusqu'au jour où j'ai atteint le bout de l'exercice et où je me suis dit: «Bon OK, là, c'est maintenant qu'il faut que je prenne soin de moi, sinon je vais dans le mur, en fait, pour moi, mais aussi pour mon fils». Donc Oui. Oui, puis on va en revenir, ça, justement, de comment suivre un peu son intuition et tout ça. Sur tes réseaux sociaux, dans ton entreprise, tu parles beaucoup de la personnalité empathique. oui. J'aimerais ça que tu nous décrives pour toi, c'est quoi la définition d'une personnalité empathique? Ouais, alors les personnalités empathiques, donc elles représentent environ 30 de la population et dans ces 30 il y a majoritairement des femmes. Donc c'est vrai que c'est aussi, si tu veux, pour ça que je m'adresse aux femmes empathiques parce que, dans les empathiques, il y a à peu près, 75-80 de femmes. Et pourquoi il y a plus de femmes aussi dans les empathiques? Parce qu'on a élevé aussi les petites filles dans le côté tourné vers les autres. Donc, en fait, un empathique, un ou une empathique, parce qu'évidemment, il y a des hommes empathiques, ce sont des personnalités qui vont être vraiment sensibles à l'autre, tournées vers l'autre, qui vont vraiment être dans aussi l'observation de l'autre, à qui culturellement aussi qu'on a invité à se mettre parfois à disposition de l'autre. Alors, déjà, quand je t'en parle comme ça, tu vois bien le côté ombre et lumière. Le côté lumineux, c'est qu'en effet, quand on est empathique, on a développé une sensibilité à l'autre, on a développé une observation, on s'intéresse vraiment au bien-être de l'autre. On considère que le plus important, c'est la relation. C'est pas le chiffre pour le chiffre, par exemple, mais qu'est-ce qui se passe entre les individus. Donc ça, dans l'entreprise, moi, c'est des choses que je vais amener parce qu'en effet, parfois, les entreprises peuvent être très tournées vers le chiffre et c'est aussi logique parce qu'il y a une logique économique. Sauf que quand on nie la relation humaine, en fait, à terme, c'est pas viable. Mais donc voilà, il y a vraiment cette dimension de je suis tournée vers l'autre, je suis dans l'observation de l'autre, l'autre est important pour moi, la relation est importante pour moi. Et en même temps, l'écueil de l'empathique, le côté obscur de la force, c'est justement que potentiellement l'empathique peut s'oublier totalement dans la relation à l'autre jusqu'à nier ses propres besoins, jusqu'à nier ses propres aspirations. Et donc, pour moi, mon challenge, c'est de rééquilibrer ces deux revers, ces deux aspects de la médaille, en fait, pour que les personnalités empathiques puissent pleinement s'exprimer. Parce que pour moi, je considère que c'est en effet des personnalités qui ont énormément de qualités, mais ça finit par se retourner contre elles. Et donc, elles finissent, moi, j'ai plein de personnes qui me disent, mais je suis trop empathique, ça me joue des tours, je suis trop gentille. Donc finalement, on voit bien comment une qualité, quand elle n'est pas finalement équilibrée, devient un défaut, hein, donc devient quelque chose qui va jouer contre nous. Voilà, donc c'est ça en résumé tout l'enjeu de l'empathie pour moi. Oui, puis c'est vrai que tu sais, le podcast s'adresse aux femmes occupées et il y a beaucoup de femmes occupées qui sont empathiques. Mmh. Beaucoup de femmes occupées qui priorisent tout autour d'elles et qui finissent par s'oublier. Puis là, peut-être Mmh. que tu nous écoutes présentement, puis là, tu es en train de réfléchir. Oui, c'est vraiment la définition de qui je suis. Puis moi, une des choses que je veux apporter sur ce podcast-là, c'est justement de ne pas s'oublier, de se mettre en priorité, de mettre sa santé en priorité. Puis la santé, pour moi, c'est au-delà de l'aspect physique. Donc, l'aspect physique, oui, mais l'aspect émotionnel aussi de la santé. Puis quand on se priorise, ça fait toute la différence sur notre chaîne, justement, sur notre énergie intérieure, sur notre énergie extérieure. Et quand on est capable de se prioriser, mais on est encore plus capable de donner autour de soi. Mmh. Et oui, et de donner en effet depuis une juste place. Et aussi de, comme tu le dis, quel modèle aussi on donne à nos enfants. Mhm. Enfin ça, parce que j'imagine que aussi dans ton audience, il y a des femmes voilà, qui sont très occupées parce qu'elles ont un métier, des enfants. Et moi, ce que je constate, c'est qu'en effet, les femmes ont une capacité énorme, en fait, hein, et une résistance aussi énorme.
Donc, finalement, elles sont capables de donner énormément sans forcément se rendre compte que il y a un moment donné où l'équilibre n'est pas tenu. Et finalement, c'est là où il peut y avoir en effet des accidents de vie, comme des burn-out ou de l'épuisement parental aussi, on en parle, de plus du burn-out parental ou que ce soit le burn-out professionnel. Ou alors encore des femmes qui, en effet, à la fin, quand je dis à la fin de leur vie, non, c'est pas forcément ça, mais à la fin d'une histoire, par exemple, de 30-40 ans de couple, se disent, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Donc, je pense que de plus en plus, les femmes en ont conscience et qu'il y a des warnings, hein, comme tu dis, ne pas s'oublier, de se mettre en priorité sur sa santé. Je pense qu'il y a vraiment une conscience de ça, mais que comme on a été élevé vraiment dans cette impulsion de tout donner, ça mérite, pour moi, ça mérite d'en prendre encore plus conscience et aussi d'accueillir le fait que ça peut faire très peur de ne plus se comporter comme on a eu l'habitude de se comporter. Et on a peur de ne plus être aimé. Et on a peur de ne plus avoir l'image parfaite de la femme parfaite, la mère parfaite. Et donc, le jour où on décide de changer un petit peu des comportements, il peut y avoir une sensation de vide, comme une terreur de se dire « Oh non, je ne peux pas, il faut que je recommence à faire comme j'ai toujours fait ». Et donc, moi, c'est pour ça que ce que je propose, c'est de faire des petits mouvements dans le sens où de changer des habitudes, voilà, pas à pas, et puis de voir comment finalement je peux, comme tu dis, bien me prioriser sur une activité, sur une habitude du matin. Voilà, est-ce que le matin vraiment je tartine les tartines de mes enfants de Nutella, ou est-ce qu'à un moment donné je vais leur laisser prendre le couteau et le faire eux-mêmes en fait. Donc ça c'est un exemple, mais en fait c'est plein de petites choses comme ça où on va réajuster, avec cette idée aussi que pour moi, notre monde a besoin du potentiel des femmes, que les femmes déploient leur plein potentiel pour elles-mêmes et aussi pour le monde. Donc voilà, je trouve que ça s'inscrit aussi dans un mouvement plus vaste. On vit une époque formidable, on est en 2023, on a traversé beaucoup de choses. Donc là, pour moi aussi, les femmes méritent finalement une vie qui leur ressemble aussi. Hein. Oui, je suis 100% d'accord. Puis je trouve ça le fun que tu parles aussi qu'on ait un exemple pour nos enfants. Puis moi, ça a été un grand élément déclencheur pour ma fille. Moi, j'ai une grande fille et deux garçons. Puis c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, est-ce que je voudrais que ma fille soit une maman aigrie, fatiguée, terne, où j'ai envie de montrer à ma fille qu'on peut être une maman colorée, enjouée, positive, énergique. Donc, tout ça par des actions et tout ça par des gestes qu'on pose au quotidien. Puis, tu as parlé des peurs. Puis, j'aimerais ça que tu approfondisses un peu là-dessus parce que c'est pas tout le monde qui a justement cette force, hein, cette confiance en la vie, cette conviction qu'ils sont capables de passer outre nos peurs, nos barrières, nos fausses croyances des fois. Donc, comment on fait pour essayer de mieux suivre son intuition au quotidien? Qu'est-ce que tu fais, toi, avec tes peurs? Oui, écoute, alors le sujet des peurs, merci de le poser parce que c'est vrai que c'est un vaste sujet. Déjà, première chose, c'est d'accueillir, d'accepter qu'on ait des peurs. Et en fait, notre ego va nous raconter que non, on gère, on n'a pas du tout peur, qu'on maîtrise. Donc voilà, moi, mon ego, il me racontait ça hein, jusqu'en 2018. Non, mais voilà, j'ai pas de peur. Non, mais c'est bon, je suis passée outre ça, etc. Et puis, à un moment donné, justement, quand j'ai commencé vraiment le travail sur moi, la méditation, etc., tout d'un coup, j'ai comme reçu cette information. Je me suis dit, mais en fait, Clémence, tu as plein de peur. Et c'était vraiment comme si, tout d'un coup, cette information avait traversé toutes les couches de mon ego pour me dire, en fait, Clémence, tu as plein de peurs. Il est temps que tu les regardes en face. Et ça a été vraiment le début pour moi. Et si je raconte cet exemple-là, c'est qu'en fait, voilà, c'est difficile d'accepter de dire qu'on a des peurs parce que ça nous renvoie à notre enfant intérieur, la petite fille qu'on a été ou le petit garçon qu'on a été, qui avait peur du noir, qui a eu des très grandes peurs parce que l'enfant est une éponge. Donc, des petites choses vont déclencher des grandes peurs. Et en fait à l'âge adulte, qu'est-ce qui se passe? Plutôt que de se dire qu'on a peur, on va éviter de faire certaines choses qui nous mettent mal à l'aise. On va procrastiner. Et donc, c'est comme ça que finalement, on ne se confronte jamais à nos peurs. On ne se met juste pas en situation.
c'est comme si on avait un radar interne, en fait, et que quand on commençait à prendre un chemin qui réveille potentiellement une de nos vieilles peurs, on se dit « Ah, ben non, je vais tourner à gauche ». Donc, c'est comme ça que pendant toute une vie, on peut totalement éviter nos peurs. Et moi, c'est pas ce que je conseille, hein, même si l'idée, c'est pas non plus de se jeter de la falaise dans toutes nos peurs, mais nos peurs, elles nous indiquent quand même des choses qu'on a à traverser, qu'on a à confronter aussi. Et donc, d'accueillir, de dire, oh là, ce chemin-là à droite, il fait tout noir, il y a des ronces, oui, j'ai peur. Mais en même temps, je sens que c'est par là qu'il faut que j'aille. Donc, je vais prendre mon temps. Peut-être que je vais mettre un pantalon pour les ronces, peut-être que je vais prendre une lampe torche, mais je vais quand même y aller. Et donc, ça a été moi, ça, mon cheminement, de me dire, mais finalement, plus je traverse des peurs et plus, justement, je gonfle mon estime de moi et ma confiance en moi. Et c'est comme ça que, finalement, je peux aussi voir tout le chemin accompli. Comment dire, dans la philosophie Ikigai, qui est une philosophie japonaise qui m'intéresse, il y a cette histoire du mont Fuji, hein, qui est un mont qui est absolument incroyable au Japon, qui est très, très, très haut et que peu finalement on gravit. En fait, plus vous aurez des monts Fuji dans votre vie, de choses que vous avez faites et que vous avez explorées, des peurs que vous avez dépassées, et plus ça va agrandir votre estime de vous-même. Et ça peut être des petites choses, hein, comme en effet, justement, en arrivant à la campagne, j'ai vu que j'avais une peur du noir qui était venue parce que j'ai toujours vécu à la ville. Et donc, en ville, il y a une pollution visuelle qui fait qu'on n'a jamais de nuit noire. Et là, tout d'un coup, quand je prenais ma voiture dans la campagne, en pleine campagne nuit noire, là, j'avais des peurs qui rejaillissaient. Et donc, c'est d'accueillir ces peurs et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les peurs. Et finalement, maintenant, là, en quelques mois, ça y est, j'ai traversé cette peur. Et donc, ça me donne une confiance énorme. J'ai fait plein de choses dans ma vie. Et en même temps, parce que dans mon parcours, tu le disais, voilà, j'ai été chanteuse, j'ai chanté en Russie, j'ai chanté dans plein d'endroits. Et là, j'arrive ici à la campagne. J'ai peur du noir. Et je le dis justement pour décomplexer tout le monde parce qu'en fait, chacune de nos peurs qui se présentent à nous, elles sont là aussi pour qu'on les dépasse et pour qu'on les observe, pour aller guérir cette part de notre enfant intérieur qui, en fait, a encore peur. Donc, c'est aussi ça, de se montrer vulnérable, d'oser accueillir nos peurs, même celles qui semblent un petit peu enfantines, en fait. Oui, oui. Puis, je trouve ça bien quand tu parles d'oser. Parce que c'est un peu ça, hein, quand on a une peur, effectivement, comme tu dis, on peut soit fuir, on peut éviter, on peut se fermer les yeux dessus, mais ça finit toujours par nous rattraper. Alors que quand on vit un défi, un conflit, puis qu'on décide d'aborder justement ce défi-là, mais oui, il peut y vivre un peu des malaises, des inconforts, mais on finit toujours gagnante suite à ça. Tu sais, des fois, quand on est dans le conflit, quand on est dans notre situation plus difficile, on ne le voit pas toujours, mais des fois, c'est quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années. Il y a toujours quelque chose de positif qu'on peut en ressortir. Puis aussi banal que tu disais, je vais laisser mes enfants tartiner eux-mêmes, mais c'est une façon de s'affirmer, ça, de dire comme, là, maman, le matin, elle a besoin d'un petit 15 minutes de plus pour aller faire un entraînement, pour aller marcher dehors, pour préparer son lunch à elle. Et dépendamment de l'âge où sont rendus vos enfants, mais ils sont capables de faire plein de choses. Puis ça va juste leur permettre justement de eux aussi mieux évoluer. Donc, c'est vraiment une belle roue positive, je trouve, qu'on accueille dans la famille. Quand on commence à se prioriser, mais on montre aux autres aussi que c'est important de se responsabiliser et de se mettre en priorité. Alors, c'est vraiment super intéressant, ça, comme théorie. Puis ici, au Québec, on appelle ça beaucoup la zone de confort. Puis moi, la zone de confort, je l'appelle souvent la zone de confort inconfortable parce qu'on n'est pas tellement confortable dans notre zone de confort. Hein? C'est souvent là qu'on a nos problèmes, on a notre routine, on a nos petites bébites là, dans notre zone de confort. Puis on n'ose pas toujours agrandir cette zone-là parce que quand on sort de cette zone de confort-là, pour l'avoir fait, moi, à plusieurs reprises, j'ai fait des changements de carrière, j'ai pris des décisions, des grandes décisions dans ma vie, puis là, on n'est pas obligé non plus de faire des revirements de carrière comme Clémence et moi, on a fait pour vivre justement des agrandissements de zone de confort, mais
quand on ose sortir de cette zone-là, c'est ça il y a une magie qui s'opère. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on est plus forte qu'on le pensait. Tu gagnes en confiance, tu en as parlé tout à l'heure. On se dit, hey, wow, j'ai réussi, c'était pas si pire que ça. Donc, peut-être que la prochaine fois, ma zone de confort va justement devenir un peu plus grande. Puis là, si j'ose encore sortir, bien, on va agrandir la zone de confort. Alors, c'est vraiment ça, en vivant plusieurs expériences de vie, c'est là qu'on va être capable justement de grandir en confiance. Moi, je parle souvent de bouger plus, hein, de s'entraîner parce que pour moi aussi, l'entraînement apporte une grande confiance. Bouger apporte de l'énergie. Puis ça, plus on est confiante dans son corps et dans son esprit, mais plus on va avoir de force justement pour affronter nos peurs, pour sortir de notre zone de confort. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Ouais, complètement, ouais. Et en effet, tout ça est très subtil parce que bah, tu l'exprimes très bien. Il y a cette histoire de, OK, je me mets je choisis en fait des situations inconfortables pour sortir de ma zone de confort. Parce qu'en effet, je pense que notre monde occidental, très confortable par plein d'aspects, comment dire, nous met un petit peu dans du coton. Et c'est génial parce que on a envie de vivre de la douceur, hein. Moi, la douceur, c'est une de mes valeurs. Donc, j'aime la douceur. Et en même temps, ça peut nous endormir et nous enfermer dans une certaine vision de nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est extrêmement subtil, parce que aussi, en tant que femme, on a potentiellement vécu des choses pas toujours simples, hein, autour de la violence. En tout cas, peut-être nos mères, nos grands-mères, il y a tout cet héritage transgénérationnel autour de la violence faite aux femmes et finalement aussi comment on peut prendre notre place aujourd'hui dans ce monde-là. Donc finalement, pour moi, il y a deux mouvements. Il y a le mouvement de s'accorder de la douceur par rapport à ce qu'on a vécu, s'accueillir dans nos peurs, hein, comme je le disais, moi je m'accueille dans ma peur du noir, hein, voilà, donc c'est s'accueillir dans nos petites choses, même les plus qui peuvent nous paraître anecdotiques, et en même temps choisir en conscience, comme tu le dis, de élargir notre zone de confort. Et là où c'est différent, c'est que c'est nous qui choisissons. C'est-à-dire que pour moi, la violence, qu'est-ce que c'est? La violence, c'est quand on nous jette dans un espace qu'on n'a pas choisi d'expérimenter. Hein, on a potentiellement toutes vécu des choses comme ça, où on s'est retrouvé dans des situations où c'était pas OK. Et donc, pour moi, toute la distinction, ça va être vraiment ça va être se dire, voilà, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai vécu des choses où j'ai pas su dire non, hein, et c'est aussi le problème des empathiques, c'est qu'on va dire oui pour faire plaisir, on va dire oui parce qu'on a l'impression que toute la société nous dit mais il faut le faire comme ça. Donc on se retrouve dans des situations justement inconfortables et non souhaitées parce que ça répond au désir de l'autre. Donc l'autre a potentiellement un bénéfice à ce qu'on dise oui, et en même temps à l'intérieur de nous, c'est pas OK. Donc ça, c'est une situation d'inconfort, mais qui, pour moi, n'est pas souhaitable, puisque ça provient de l'impulsion de quelqu'un d'autre. Et donc, le fait de se mettre dans l'inconfort de manière souhaitable, pour moi, c'est ce que tu décris, c'est-à-dire de choisir soit en conscience nos propres défis, que ce soit en effet par le sport, par des défis différents. Moi, j'ai déménagé à la campagne, c'était un défi pour moi. Je suis parisienne, je suis urbaine, je n'ai pas de famille ici dans ce village, je suis maman solo, donc ça a été un défi, mais comme tu le dis, je l'ai décidé. Ça faisait des années que je voulais vivre à la campagne, je ne sautais pas le pas. Eh bien, j'ai pris la décision et j'ai été hyper organisée et j'ai préparé mon déménagement. Et aujourd'hui, en effet, ça me démontre que j'avais raison de mettre autant d'énergie dans ce choix de vie. Et donc là, très clairement, je suis sortie de ma zone de confort. C'est moi qui l'ai choisi. Et c'est aussi le résultat de réflexion de quoi j'ai besoin. Et oui, j'en étais arrivée à vraiment cette certitude que j'avais besoin de nature, que j'avais besoin d'espace. Et mon fils, d'ailleurs, me le dit, il adore la campagne, il va à la pêche, il se balade dans les champs avec les amis. Je voulais que mon enfant soit connecté à la nature et qu'il ait des espaces de liberté. Bon, bah voilà, ça répond. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment cette distinction aussi parce que en tant qu'empathique, il y a eu plein de fois dans notre vie où on a dit oui alors que ça faisait non à l'intérieur. Et donc, pour reboucler avec ce que tu disais par rapport à l'intuition, pour moi, c'est vraiment
c'est vraiment ça qui est central sur comment se reconnecter à notre intuition. C'est vraiment d'écouter, de dire: «Est-ce que là, vraiment, quand on me demande, mais ça commence même à table, hein, quand on est à un repas de famille et qu'on nous sert 10 plats et qu'on nous dit: «Non, mais c'est bon, tu peux encore manger, je suis sûre que tu as encore un petit peu d'espace». Bah non, j'ai plus faim en fait, j'ai plus envie de manger. Donc ça commence par des petites choses comme ça, déjà au sein d'une famille, de dire: «Non, je ne vais pas, goûter ce plat parce que je n'ai plus faim». Et on voit que parfois dans certaines familles, quand on va à l'encontre de certaines, loyautés, traditions familiales, c'est déjà énorme d'arriver à dire non à un plat, hein. Donc tout ça, c'est des métaphores bien sûr, mais c'est vraiment cette idée de s'habituer à écouter à l'intérieur, de se dire: «Est-ce que là, ça me fait oui ou est-ce que là, ça me fait non?» Et plus je dis non en douceur, et donc là aussi, c'est un autre aspect que moi j'ai beaucoup développé, c'est l'aspect de la communication. Comment je fais pour communiquer ce que je ressens avec douceur et fermeté, mais pour me faire entendre, pour éviter, tu parlais tout à l'heure d'ailleurs de conflit. On a tellement peur d'être en conflit avec les gens qu'on préfère se recroqueviller, ne pas s'exprimer et dire oui, oui, alors qu'en fait, on ressent non à l'intérieur. Oui, oui, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis apprendre à dire non, c'est difficile. On n'a Oui. pas été élevé sur cette matière-là, finalement, sur cette philosophie-là. Puis, comme tu le dis, hein, quand on suit notre intuition, on a quelque chose qui est aligné à l'intérieur. Peu importe l'image que vous allez donner, peu importe le nom. Moi, je dis souvent, quand ça griche à l'intérieur, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis je dois toujours me réaligner. Quand on sent qu'on on a toutes les réponses à l'intérieur de nous, puis on le sait. Puis on finit par dire oui, même si on le sait que la vraie réponse aurait dû être non. Puis je peux te donner juste un exemple super banal, mais au début, quand j'étais quand j'ai rencontré mon mari il y a plus de 15 ans maintenant, il y avait toujours un regroupement familial le dimanche soir. On allait souper dans la belle famille et tout ça. Puis je le faisais, ça me faisait grandement plaisir. J'adore ma belle famille. Mais au bout de quelques semaines, je me suis aperçue que ce temps-là que je passais, je ne le passais pas chez moi pour préparer ma semaine. Pour moi, le dimanche soir, c'était comme sacré d'être à la maison, de préparer ma semaine, de faire ma petite meal prep, hein, ma préparation alimentaire pour sauver du temps justement dans ma semaine. Donc, ce qui faisait en sorte que lorsque j'allais dans ma belle famille le dimanche, bien là, je courais tout le reste de la semaine, puis ça me fatiguait. Alors, quand j'ai pris cette conscience-là, c'est là que j'ai dit non, on n'y va plus le dimanche. Pour moi, les dimanches, c'est sacré. On peut y aller le vendredi soir, on peut y aller le samedi pour le brunch, on peut y aller le samedi soir, le dimanche matin aussi, à la limite. Mais les dimanches soirs, pour moi, c'est maintenant sacré. Je veux être à la maison pour me préparer en vue de mes semaines qui sont très, très occupées, qui sont très, très chargées. Alors, peut-être que justement, tu nous écoutes, puis tu vis un peu ce genre de choses-là parce que tu aimerais peut-être faire justement de la préparation alimentaire, planifier ta semaine des dimanches. Et là, peut-être que les activités des enfants, le conjoint, la belle famille ou même ta propre famille organisent des choses. Donc, c'est correct aussi des fois de dire comme non. C'est pas un non définitif, c'est un non aujourd'hui, maintenant, dans mon agenda, dans mes priorités, ça ne fonctionne pas parce que justement, ça me fatigue encore plus dans ma semaine quand j'écoute pas cette intuition-là, hein, la réponse qui est à l'intérieur de nous. Donc, c'est un exemple anodin, Super. mais j'ai été capable justement de m'affirmer, de faire assez confiance à mes convictions pour en parler justement. Puis c'était correct. Il n'y a personne qui a été fâché non plus de cette situation-là. Tout le monde a bien compris. Puis on a simplement déplacé. Au lieu d'être les dimanches soirs, ça a été les dimanches matins. Puis c'était tout. Génial, et j'adore son exemple parce qu'en effet, on voit bien comment finalement aussi, ça n'a pas dû être forcément simple de prendre la décision de dire, en fait, pour moi, le dimanche soir, c'est pas OK, excuse-moi. Et donc, il y a dû y avoir plein de freins à l'intérieur de toi qui auraient pu te dissuader d'aller jusqu'au bout de la démarche. Mais en effet, tu es allé jusqu'au bout de la démarche, tu l'as formulée de manière tout à fait entendable. Et là, aux surprises, en effet, il n'y a pas de drame, pas de séisme. Les gens ont très bien accueilli. Et finalement, il y a, voilà, comme tu dis, ça a été déplacé à un autre moment. Et c'est des petites choses comme ça, mais voilà, c'est comment, en effet, à chaque instant, je m'écoute en me disant:
Bon, là, finalement, ça ne me convient pas, ça ne me correspond pas, j'ai besoin de ce temps-là. Parce qu'aussi, il y a cette peur de paraître, entre guillemets, embêtante, hein, d'avoir trop de, finalement, de désirs, de contraintes, voilà, d'imposer un peu sa loi. Hein. L'empathique, il va avoir peur de ça. Il va avoir vraiment peur de est-ce que finalement, je suis trop narcissique? Est-ce que je ramène tout à moi? Donc, je dis rien. Je dis rien parce que finalement, j'ai trop peur qu'on me dise que je suis égocentrée et que à cause de moi, bah, cet événement familial ne peut pas avoir lieu. Donc, voilà, on voit tout ce qui peut se passer dans notre tête et tu le décris très bien, où là, finalement, tu t'es dit: «Mais non, en fait, c'est pas OK», et donc tu l'as formulé et tout s'est très bien passé. Donc ouais, c'est un super exemple pour moi aussi de me dire, bah, essayez sur des petites choses comme ça. C'est pas anecdotique, hein, voilà, que ce soit en famille ou au travail, vous pouvez commencer à verbaliser des choses. Commencez à verbaliser des choses, à poser vos limites et vous verrez qu'au fur et à mesure, bah, ça sera de plus en plus, le champ, va de plus en plus s'élargir et célébrer aussi quand vous avez réussi à dire non. Tu vois, Marie-Ève, dans ce que tu nous racontes, pour moi, c'est une célébration de ouais, tu as réussi à dire non à cette tradition dans ta belle famille en plus, ce qui n'est pas facile. Tu as réussi vraiment à te positionner, à dire non, là, c'est pas OK. Donc, pour moi, ça, typiquement, ça mérite une célébration. Et ça, c'est un des outils aussi que je partage. C'est-à-dire que sur des nouveaux comportements que vous arrivez à mettre en œuvre, eh bien, vous pouvez vous célébrer. Waouh, j'ai réussi à formuler de manière intelligible le fait que je ne voulais plus faire ce moment du dimanche soir en famille parce que ça ne correspond pas à mon rythme. Et là, plus vous allez célébrer, et enfin déjà, plus vous allez oser, comme tu disais, verbaliser des choses, et plus vous allez célébrer, plus ça va vous donner confiance et c'est comme ça qu'on arrive à pas, se créer son paradis sur terre. Parce que pour moi, c'est ça. C'est qu'est-ce qui fait qu'on ne vit pas la vie que finalement on a envie de vivre? C'est, je l'expliquais justement sur mon compte Instagram, c'est qu'en fait, voilà ce qui se passe quand finalement tu dis oui alors que tu ressentais non. Bah, à un moment donné, au tout début, on va dire que les deux chemins, entre le chemin où tu dis oui alors que tu ressentais non et le chemin où tu dirais oui seulement quand tu ressens oui, au tout début, ils sont proches, mais à la fin, ils sont très éloignés. Et en fait, moi, c'est ça qui m'est arrivé. C'est-à-dire que moi, il y a un matin, je me suis réveillée, vraiment, et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais dans cette maison?» Donc c'est il y a une dizaine d'années, hein, mais c'est quand même violent de se dire: «OK, qu'est-ce que je fais dans cette maison? Qu'est-ce que je fais avec cet homme?» Donc et moi, typiquement, qu'est-ce que j'avais fait jusqu'à présent? Eh bien, à chaque fois que se présentait une situation, je disais: «Oui, oui», alors qu'en fait, déjà je m'étais même pas posé la question de savoir est-ce que ça me convient ou pas, je répondais au désir de l'autre et voilà comment on se retrouve dans une vie qui ne nous ressemble absolument pas, avec évidemment, énormément de mal-être et puis surtout de se dire: «Mais comment je vais faire pour me sortir de cette situation?» Donc voilà, pour moi, c'est pas tous ces micro-décisions, elles sont pas anecdotiques parce que mises bout à bout, c'est ça qui fait qu'on a une vie pleine de sens, une vie qui a du sens pour soi, une vie qui nous ressemble et pas une vie dans laquelle on répond aux désirs des autres, aux désirs de la société, aux désirs de ce que d'autres ont prévu pour nous, en fait. Mmh. Alors, on doit commencer à oser, poser des micro-gestes, hein, des micro-décisions, des micro-actions. J'aime beaucoup la notion de se célébrer, de se récompenser. Pour moi, ça fait partie des choses que j'enseigne aussi. Est-ce que tu aurais un dernier truc, là, une dernière astuce peut-être là, pour mieux s'affirmer au quotidien? Pour mieux s'affirmer au quotidien, alors moi je fais aussi quelque chose de très très simple, qui sont des affirmations, des mantras, des affirmations à voix haute, qui vont venir contrecarrer notre, langage intérieur, notre radio mentale. Notre radio mentale, c'est la petite voix qui est à l'intérieur de nous, qui va nous juger en permanence. On va se dire: «Oh non quand même, il faut que je me réveille plus tôt pour faire le petit déj, pour toute la famille. Ah mais quand même je peux pas, si je le fais pas, je suis pas une bonne mère». Ou alors quand on a dit ou fait quelque chose, on va se dire: «Ah je suis nulle, je suis vraiment à la ramasse, mais comment j'ai pu dire ça?» Ou alors, voilà toutes ces petites phrases, quand on observe notre langage intérieur, on va voir qu'on est très,
pas du tout sympa avec nous-mêmes. Non, vraiment pas. On est probablement notre pire ennemi. Voilà, on est notre pire ennemi. Et donc, une fois qu'on en prend conscience, eh bien, c'est de dire « je mérite le bonheur ». Moi, je me dis dans ma tête, je m'aime et je m'accepte exactement telle que je suis. C'est-à-dire que chaque fois que je vois dans une situation où j'ai une phrase qui me vient de jugement sur moi-même, de honte, hein, la honte aussi, moi, on n'a pas trop le temps d'en parler là, mais la honte d'être soi, la honte d'être une femme, la honte d'être qui on est. Dès qu'on voit que la honte, elle vient, en tout cas moi c'est ce que je fais, eh bien je me dis je m'aime et je m'accepte exactement telle que je suis. Je fais chaque jour de mon mieux, je mérite le bonheur. Et chaque fois que vous avez une pensée comme ça négative sur vous-même, contrecarrez avec une affirmation positive, un mantra. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de mantras sur les réseaux sociaux. Hein, quand on scrolle, on voit plein de mantras. Mais moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à le faire. On en revient au début de ce podcast. Hein, c'est des petites choses, mais de le faire vraiment, de le faire à voix haute. Si vous pouvez, s'il n'y a personne dans la pièce, parce que sinon c'est un peu étrange, ou de le faire dans votre tête, mais vraiment de le faire, quoi. Donc, tous les outils sont à notre portée. En fait, ce qu'il faut simplement, c'est l'autodiscipline et d'observer les résultats, parce que je vous garantis qu'il y a des résultats quand on met tout ça en place. Ah oui, c'est fou ça, les mantras affirmatifs, parce que comme tu l'as mentionné, on a tellement de pensées négatives, hein? On se dénigre énormément. On n'est vraiment pas notre meilleur ami, là. On n'est pas douce envers nous-mêmes. Alors, de se le rappeler, de contrecarrer nos pensées négatives en les renversant en pensées positives. J'aime beaucoup l'idée de s'affirmer, de se regarder dans le miroir, puis de dire, tu sais, je m'aime, je m'accepte comme je suis, je fais toujours de mon mieux. Donc, peu importe les phrases que vous allez choisir, mais vous pouvez justement là, vous les écrire sur un petit bout de papier, les laisser traîner dans la salle de bain, les écrire sur un miroir, sur la table de chevet à côté du lit, pour que vous puissiez justement les voir assez souvent. On peut même se faire un petit reminder dans notre téléphone cellulaire. On peut avoir une sonnette là, qui nous rappelle ben, je m'aime comme je suis. Plusieurs fois dans la journée, ça peut être un outil. Donc, puis, comme tu l'as mentionné, Clémence, c'est vraiment des petits gestes qui vont faire toute la différence. J'espère aujourd'hui que tu auras au moins retenu ça, que ce n'est pas les grands gestes qui vont te créer une vie grandiose, mais bien les petits gestes au quotidien, les petites actions, les bonnes décisions positives que tu vas faire qui va faire en sorte que tout le reste de ta vie va shiner encore plus. Alors, merci énormément, Clémence, d'avoir été avec nous. Merci à toi pour l'invitation, merci pour cet échange, merci pour ce partage. Vraiment, c'était un bonheur. Et si tu veux rejoindre Clémence, tu auras tous les liens dans la description de cet épisode pour la rejoindre sur les réseaux sociaux. Alors, merci énormément à toi d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que tu en ressors grandi et on se revoit au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. J'espère que l'épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à la partager, mais surtout, abonne-toi pour ne rien manquer.